Dans cette vidéo, je vous présente une série d'exercices sur le monohybridisme. Le monohybridisme fait partie du programme de 4e année. Donc, je rappelle l'UA 3 pour les sciences de base et les sciences générales. Le processus appliqué résout un problème simple de monohybridisme. Alors, on commence avec un premier exercice qui reprend les travaux de Mendel. Donc, il s'agit de croisements que Mendel avait réalisés pour arriver à trouver les lois de la génétique. Donc, je vous rappelle que Mendel avait travaillé avec des plantes de petits pois. Il avait analysé des caractères différents comme la forme de la gousse, la couleur des fleurs, la couleur du petit pois, de la graine, etc., etc. Alors, dans cet exercice, on a un croisement entre deux plantes qui possèdent soit une gousse bosselée, soit une gousse plate. On croise donc la première génération des parents, il s'agit de lignées pures, on les croise et on obtient une première génération filiale avec tout le monde une gousse plate. Donc, dans la première génération, il s'agit de lignées pures qui diffèrent pour le caractère. Donc, on a un parent avec le caractère gousse bosselée et l'autre avec le trait de caractère gousse plate. On les croise et on obtient donc la première génération, tout le monde avec une gousse plate. Ensuite, on croise en fait, on laisse autoféconder les plantes. Il s'agit de plantes de petits pois, donc je rappelle que la fleur possède les organes masculins et féminins, donc elle peut avoir des enfants avec elle-même. Elle peut se reproduire avec elle-même. Donc on les laisse autoféconder et on obtient un certain nombre de 129 individus avec la gousse bosselée et 882 avec la gousse plate. Alors l'exercice nous demande donc réécrire ce croisement en utilisant le symbole génétique et indique pour chaque génération les phénotypes et les génotypes. Donc ça c'est assez simple. Il s'agit simplement de réécrire le croisement et indiquer chaque fois les génotypes et les phénotypes. Alors les phénotypes on les a déjà, c'est ça, gousse bosselée, gousse plate. Les générations sont donc la première génération, la génération des parents. Ensuite on a la première génération filiale, la deuxième génération filiale. Et donc, la première chose à faire est choisir des lettres pour les deux allèles, gousse plate et gousse bosselée. Mais pour pouvoir le faire, on doit d'abord comprendre quel est le caractère dominant et quel est le caractère récessif. C'est assez simple. Le caractère dominant, c'est celui qui va apparaître à la première génération. Donc là, on a croisé des individus avec la gousse bosselée, des individus avec la gousse plate, et on n'a que des individus avec la gousse plate. Donc, ça, c'est le caractère dominant. Première chose, légende. On va mettre, par exemple, un grand P. Alors, toujours choisir une grande lettre pour une lettre majuscule pour le caractère dominant. Donc, grand P pour la gousse plate, petit p pour la gousse bosselée. Et ça, c'est l'allèle dominant. Et ça, c'est l'allèle récessif. Alors voilà, donc ici on a déterminé donc des lettres pour les allèles et ensuite on doit réécrire le croisement en utilisant les bons symboles génétiques. Alors je vous rappelle qu'en génétique, dans un exercice de génétique, on écrit toujours le phénotype
entre crochets. Par contre, le génotype, on l'écrit toujours avec 2 lettres parce que chaque individu possède, je vous rappelle, 2 chromosomes pour chaque père, hein. Donc 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, etc. Et donc, si on va regarder, si on prend en considération le gène pour la forme de la gousse, on a les 2 variantes, plate et bosselée, et il se trouve sur le chromosome, sur le même chromosome. Mais chaque individu a 2 copies de ce chromosome. Du coup, il peut avoir 2 allèles identiques sur les 2 copies ou 2 allèles différents. Donc, on se retrouve avec des individus qui possèdent 2 grands P, ou grand P, grand P petit p, ou 2 petits p. Donc là, les individus qui possèdent les mêmes allèles, on les appelle homozygotes, et les individus qui possèdent par contre des allèles différents, on les appelle hétérozygotes. Donc là, le phénotype dans ce cas ici, étant donné que la gousse plate est dominante, sera plate, et là par contre, petit p est bosselé. Alors là, c'était une petite explication pour vous rappeler quels sont les symboles génétiques. C'est pas nécessaire de faire tout ça dans un exercice. La chose importante est la légende. Alors, on passe donc à la résolution de l'exercice. Une fois qu'on a écrit la légende, on doit faire ce que l'exercice nous demande, c'est-à-dire réécrire le croisement en utilisant les symboles génétiques, la notation correcte. Donc, on avait le premier parent avec la gousse bosselée. On le croise avec le deuxième parent avec la gousse plate. On obtient une première génération F1 avec tout le monde gousse plate, donc 100%. On croise les individus avec la gousse plate entre eux. Donc, on croise des individus identiques et on obtient 229 avec la gousse bosselée et 882 avec la gousse plate. Donc là, on a simplement réécrit le croisement avec les phénotypes écrits correctement. Maintenant, on doit mettre les génotypes en utilisant les lettres qu'on avait choisies. Alors là, on avait dit qu'il s'agit de lignes pures, donc des homozygotes. Donc il n'y a pas de doute, hein, des homozygotes. Là, c'est petit p pour avoir la gousse bosselée, grand P pour avoir la gousse plate. On les croise, chacun va donner un gamète aux enfants, donc on aura des enfants grand P petit p. Donc toute la descendance sera hétérozygote grand P petit p. On met toujours devant le grand P et après le petit p, toujours dans cet ordre-là. D'abord le majuscule et après le minuscule. Alors celui-là, il est identique. On le croise. Alors pour connaître les génotypes de la deuxième génération, il faut faire un tableau de Punnett. Bon, alors une fois qu'on a un peu d'exercice, c'est plus nécessaire, sauf si je le demande. C'est demandé dans l'exercice. Alors dans le tableau de Punnett, on doit noter dans les entrées du tableau les gamètes des parents. Donc dans ce cas ici, les individus de la génération F1. Donc je le note ici, les gamètes de la F1. Les deux individus sont identiques et peuvent produire chacun 50% de gamètes qui contiennent l'allèle grand P et 50% des gamètes avec l'allèle petit p. Okay? Donc je le note dans mon tableau. Okay?
Ensuite, ça suffit de croiser et on trouve tous les possibles génotypes de la descendance. À ce point, c'est suffisant de mettre en relation ce tableau théorique avec les résultats réels qu'on a et voir si ça correspond. Alors, on voit ici qu'on a 3/4 d'individus qui possèdent l'allèle grand P, et donc s'ils possèdent l'allèle grand P, ça signifie qu'ils ont le phénotype plat. Par contre, il y a 1/4 d'individus qui possèdent, ça c'est 3/4, ça c'est 1/4 d'individus qui possèdent le phénotype bosselé, c'est-à-dire qu'ils sont petit p, petit p. Et ces chiffres-là, ces proportions, 3/4, 1/4, si vous faites les calculs, vous voyez que vont correspondre à les chiffres qu'on a trouvés. Donc, les résultats réels correspondent aux chiffres théoriques. Et donc, pour compléter cet exercice, on a fait tout ce que la consigne nous demandait. Donc, on a réécrit le croisement avec les notations pour le phénotype et le génotype. On a mis une légende dans la page précédente. Donc, ne jamais oublier la légende. Pour qu'on a la légende, on réécrit avec les bonnes notations. Et on a mis les phénotypes et on a mis les génotypes. Donc, les génotypes de la descendance, dans ce cas ici, petit p pour le bosselet. Par contre, les plats, ils peuvent être soit grand P, soit grand P, petit p. Okay? Alors, si je considère que les plats, donc il y a, si vous comptez ici, hein, il y a 1 sur 3 grand P et 2 sur 3 grand P, petit p. Si je considère que ce groupe-là. Alors on passe maintenant à un deuxième type d'exercice. Là, on a un croisement entre deux labradors noirs. Il s'agit en fait de plusieurs croisements entre le même parent, parce que clairement, des chiens, ils ne peuvent pas donner dans une même portée beaucoup d'enfants. Donc, il y a quand même une limite. Et là, vous voyez qu'il y a quand même 8 blancs et 25 noirs. Donc, c'est le total des descendants des deux parents noirs. Donc, on a deux parents noirs. On les a croisés plusieurs fois. Ils ont eu plusieurs enfants. Et le total de leurs enfants est noté ici, 8 blancs et 25 noirs. Alors, l'exercice nous demande quel est le caractère dominant et quel est le caractère récessif entre blanc et noir. Et ensuite, on doit donner les génotypes des parents et des descendants. Et on doit distinguer les homozygotes et les hétérozygotes. Alors, première chose, on doit comprendre quel est le caractère dominant. Alors là, c'est assez facile. Chaque fois qu'on croise deux individus qui possèdent le même caractère, donc si on a deux individus noirs, avec le même trait de caractère, et si on obtient un autre caractère différent, alors l'autre caractère qui n'était pas présent chez les parents est le caractère récessif. En fait, il était caché de quelque façon chez les parents. Et alors, si vous regardez bien les proportions qu'on a ici, il s'agit de mêmes proportions qu'on retrouve dans les croisements précédents, donc 3/4, 1/4. Je vous rappelle ici, j'avais obtenu 3/4 avec le caractère dominant et 1/4 avec le caractère récessif, le trait de caractère récessif. Ici, c'est la même chose, on a 1/4 et 3/4. Donc, c'est le même type de croisement, un croisement entre deux hétérozygotes. Donc, chaque fois que vous retrouvez
les proportions 3 quarts, 1 quart. Donc ici, on a 3 quarts pour le noir, plus ou moins, hein, ça ne doit pas être précis. Il s'agit de résultats réels, expérimentaux, donc il y a toujours un marge d'erreur. C'est statistique. Plus les chiffres sont grands, plus les nombres sont grands, plus on se rapproche de chiffres théoriques. Mais plus elles sont petites, plus l'erreur peut être grande. Donc vous avez ici donc 3 quarts, 1 quart, plus ou moins. Donc on peut dire que les deux parents de départ sont deux hétérozygotes. Donc on a établi que le caractère noir est dominant, on peut écrire une légende. Donc légende, toujours. On va choisir par exemple grand N pour l'allèle noir et petit n pour l'allèle blanc. Ça c'est dominant. Et ça c'est récessif. Donc, maintenant, on doit donner les génotypes des parents et des descendants. Bon, ici, la meilleure chose à faire est réécrire le croisement en utilisant toujours les notations scientifiques. Donc, j'ai mes parents, sont tous les deux noirs. Le phénotype est noir. Alors, je vais noter donc la femelle, le mâle, et j'obtiens 8 blancs et 25 noirs. Alors là, on a dit qu'il s'agit de hétérozygotes, donc ils sont grand N, petit n. Là, les blancs, ils sont sûrement petit n, petit n. Par contre, les noirs peuvent être grand N, petit n ou grand N, grand N. Alors, pourquoi ça? C'est toujours parce que si je croise les deux parents, donc ici j'ai les gamètes du mâle et de la femelle, alors chacun peut produire 50% de gamètes grand N et 50% petit n. Alors je me retrouve toujours avec les mêmes proportions. 1 quart grand N, 2 quarts grand N, petit n, et 1 quart petit n, petit n. Alors les petits n correspondent au blanc. Ça correspond au blanc. Par contre, tous les autres correspondent au noir. Et donc voilà, on a expliqué pourquoi les 25 noirs peuvent être soit grand N, petit n, soit grand N, grand N. Si vous voulez être vraiment précis, alors les 2 tiers, alors si je prends les 25, les 2 tiers de ces 25 ont un génotype grand N, petit n, et 1 tiers grand N, grand N. Et voilà, c'est fini. On a tout fait. On a donné les génotypes des parents, on a donné les génotypes des descendants et on a distingué les homozygotes et les hétérozygotes. Là, on a des hétérozygotes. Dans le cas des parents, ils sont hétérozygotes. Voilà. Là, ils sont homozygotes.
homozygote et A hétérozygote. Ici, vous avez un autre type d'exercice, mais le principe est toujours le même. Dans ce cas, ici, on a plusieurs croisements. Donc, les parents, ils sont différents ici. Donc, chaque fois, vous avez des individus différents. Donc, des croisements entre individus différents. Donc là, vous avez un individu avec le corps noir croisé avec un autre individu avec le corps noir. Là, on a un deuxième croisement avec un autre individu avec le corps noir et un autre individu avec le corps gris. Et ainsi de suite. Un autre individu avec le corps gris, avec un autre individu avec le corps gris. Chaque fois, il s'agit d'individus différents, mais il s'agit toujours de la même espèce, donc il s'agit toujours du même caractère, des mêmes allèles, du même gène. Donc, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne pour un croisement, ça doit fonctionner exactement de la même façon pour les autres. Une fois qu'on a établi les allèles, pour un des croisements, ils doivent être les mêmes, vous devez utiliser les mêmes lettres pour chaque croisement. Alors ici, on doit trouver le mode de transmission, c'est-à-dire on doit établir quel est le caractère dominant entre corps noir et corps gris, et on doit indiquer le génotype des parents. Alors, pour comprendre mieux, je vais mettre des chiffres au croisement. Ça, c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit de 5 croisements différents. Alors, on va, pour comprendre donc, quel est le caractère dominant et quel est le caractère récessif, on va regarder la descendance. Alors, ici, vous avez deux individus avec le corps noir et on obtient 100% d'individus avec le corps noir. Alors, ce croisement, on n'a aucune information intéressante. Là, par contre, on a corps noir avec corps gris. Et on n'obtient que du corps gris. Donc, le corps noir, apparemment, il disparaît. Donc là, déjà, on a une première intuition. Le corps noir est évidemment récessif parce qu'il est caché. Il est caché par le corps gris. Donc, on a croisé corps noir, corps gris. Et le corps noir, il va, entre guillemets, disparaître. Dans le troisième croisement, on a deux individus avec le corps gris et on voit que le corps noir, il va réapparaître. Donc là, on a confirmé notre intuition précédente. Le corps gris est dominant et le corps noir est récessif parce qu'il est caché chez les parents. Ici, on a corps noir, corps gris. On a 50%, 50%. Ça ne dit pas grand-chose. Corps gris, on n'obtient que du corps gris, donc là aussi, il ne nous dit pas grand-chose. Alors, on va mettre les proportions pour ça, on comprend mieux. Donc là, c'est 100%. Là, c'est un cas, bon, on peut mettre 25%, 75%, plus ou moins, hein, si vous faites les calculs. Là, c'est plus ou moins 50%, 50%. Et là, c'est 100%. Alors, quand vous avez ce type d'exercice, absolument jamais faire la somme des colonnes. Chaque croisement doit être considéré séparément parce qu'ici, il s'agit d'individus différents. Donc, ce n'est pas comme dans l'exercice avant, où il s'agissait toujours des mêmes parents. Donc, dans le cas des chiens ici, on avait toujours les mêmes parents. On les croisait plusieurs fois et donc là, on peut faire la somme des descendants et faire un total. Là, par contre, il s'agit chaque fois des croisements différents entre individus différents, donc on ne peut pas faire la somme. On doit le considérer séparément. Alors, le mode de transmission, on a compris que le caractère corps gris est dominant et le caractère corps noir est récessif. on va donc écrire une légende.
où on met par exemple grand G pour le gris et petit G pour le noir. Alors, pour répondre à la deuxième question, on va regarder donc les phénotypes des parents et la descendance. Et donc, il faut essayer de faire un raisonnement. Alors, quels sont les génotypes des parents qui peuvent donner les proportions qu'on a obtenues dans la vérité? Alors, il faut tenir compte que chaque fois qu'on a des individus corps noir, on a dit que corps noir est récessif, donc chaque fois qu'on a un corps noir, les individus sont petit g, petit g. Pour le premier croisement, il n'y a rien à dire, on a petit g croisé avec petit g. Et on obtient 100% petit g. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour le deuxième, on a un noir croisé avec un gris. Et il s'agit d'un gris homozygote. Pourquoi homozygote et pas hétérozygote, grand G, petit g? Parce que si l'individu là, si c'était un hétérozygote, on aurait pu obtenir des enfants petit g. Mais là, on n'a pas de petit g, on n'a pas de noir. Donc, le parent ici doit obligatoirement être grand G. C'est la seule possibilité. Et donc là, on obtient 100% de grand G, petit g. Voilà. Alors, pour le 3, on a 25%, 75%, donc un quart, trois quarts. Et donc, je vous ai dit, chaque fois que vous trouvez un quart, trois quarts, il s'agit d'un croisement entre hétérozygotes. Donc, grand G, petit g, fois grand G, petit g. Et on obtient un quart, trois quarts. Le quatrième, vous avez noir et gris. Donc, c'est apparemment la même chose que le deuxième, mais les résultats sont différents. Vous voyez qu'ici, on retrouve 50%, 50%. Donc, là, évidemment, la situation est différente. On a toujours petit, mais cette fois-ci, le parent gris est hétérozygote. Ça, c'est le seul moyen pour avoir 50% gris et 50% noir. Alors, si vous ne le pouvez pas, on va donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le 2 et donc on a dit le 2 et le 4. Hein. Donc, le 2, on avait noir et gris. Même chose pour le 4. Alors, dans le 2, on obtient 100% de gris. Et dans le 4, on obtient 50% de gris et 50% de noir. Alors, pourquoi? Comme je dis là, on a petit g, grand G, petit g, grand G, petit g. Alors, on va faire le tableau de Punnett où on met les gamètes des deux parents. Donc, imaginons que ça, c'est le parent 1, ça, c'est le parent 2, 2. Donc, là, on met les gamètes du parent 1. Là, c'est que de petit g. Le parent 2, c'est que de grand G. Donc, voilà, tout le monde est grand G, petit g, c'est-à-dire gris. Dans le cas du croisement 4, on a par contre le parent 1 peut produire que de petit g. Le parent 2 peut produire des grands G et des petits g. Et donc, vous voyez ici qu'on a 50%, donc la moitié, 1 sur 2, de gris et le 50% de noir. Et voilà comment on peut expliquer la différence des deux résultats. Donc, c'est ce genre de raisonnement que vous devez faire pour comprendre quel est le génotype des parents. Alors, on termine
Le cinquième, corps gris, on obtient 100% de corps gris. Alors, soit on a tous les deux grangé, soit un des deux possède un petit G. Voilà. On ne peut pas avoir tous les deux hétérozygotes, mais un des deux peut être hétérozygote. Dans les deux cas, on obtient 100% de gris. Alors, comment on fait pour comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être tous les deux hétérozygotes? Alors, ils ne peuvent pas être tous les deux hétérozygotes simplement parce que si tous les deux sont hétérozygotes, on se retrouve dans le même cas figure que le 3. Tous les deux sont hétérozygotes, donc on devrait avoir 25% de noir et 75% de gris. Par contre, là, on a 100% de gris. Alors pourquoi ils peuvent être, pourquoi un des deux peut être homozygote ou hétérozygote? Pourquoi on ne peut pas savoir avec certitude s'il est homozygote ou hétérozygote? Parce que dans les deux cas, on obtient 100% de gris. Alors je vous montre tout de suite le simple. Donc si vous avez les deux homozygotes dominants, ou si vous avez un homozygote dominant et un hétérozygote, le résultat au niveau des génotypes est différent, parce que dans ce cas ici, vous avez tous les individus de la descendance Granger, mais au niveau du phénotype, ils sont tous gris. Voilà. Dans le deuxième cas, par contre, vous avez au niveau des génotypes 50% homozygotes et 50% hétérozygotes, mais au niveau des phénotypes, ils sont toujours tout le monde est gris. Donc voilà, vous voyez pourquoi pour le Cosmos 5, on ne peut pas déterminer si le deuxième parent est homozygote ou hétérozygote. Donc c'est indéterminé. On ne peut pas savoir. On passe donc à ce dernier exercice. Alors là, c'est un exercice de type différent. Vous avez déjà la dominance ou récessivité qui est notée. Donc là, vous avez la couleur de la fleur, ça c'est le caractère, couleur de la fleur. Couleur de la fleur déterminée par un couple d'allèles, l'allèle pourpre dominant et l'allèle blanche récessive. Donc là, on sait déjà qu'il est l'allèle dominant et qu'il est l'allèle récessif. Ce que l'exercice nous demande sont les rapports phénotypiques qu'on s'attend chez les descendants. Donc si on croise deux hétérozygotes, donc si dans le premier cas c'est l'autofécondation de l'hétérozygote, quels sont les rapports phénotypiques? Ou si on croise un homozygote à fleur pourpre avec un hétérozygote, quels sont les rapports phénotypiques? Et dans le troisième cas, on croise un hétérozygote avec un homozygote à fleur blanche. Donc là, on connaît déjà les allèles, on connaît déjà quel est le dominant, quel est le récessif. Donc ça suffit de donner des lettres et faire les carrés d'épinay chaque fois. Alors, légende, on va mettre par exemple un grand P pour pourpre et un petit p pour blanche. Alors l'hétérozygote est donc grand P, petit p. Les homozygotes à fleurs pourpre sont grand P, grand P. Là, l'hétérozygote est grand P, petit p. L'hétérozygote, grand P, petit p. Et l'homozygote à fleurs blanches est petit p, petit p. Donc chaque fois, on va faire le tableau de Pinay. Donc dans le premier cas, on a
Autofécondation de l'hétérozygote, donc tous les deux à fleurs pourpres. Grand P, petit p. On les croise et qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est très simple, vous avez bien compris, il faut faire un tableau de Punnett. Et donc, on va obtenir trois quarts avec les fleurs pourpres. Alors, dans le cas d'un exercice, vous êtes prié d'écrire tout ça. Hein. Donc là, je suis en train de vous expliquer oralement, mais vous allez répondre. Dans le cas du premier croisement, on obtient trois quarts d'individus avec les fleurs pourpres et un quart d'individus avec les fleurs blanches. Dans le deuxième croisement, donc on va voir le deuxième. Là, vous avez homozygote à fleurs pourpres avec hétérozygote. Donc, on nous dit alors là, quelles sont les proportions qu'on va obtenir? Là aussi, on va faire notre carré de Punnett. L'individu 1 va produire que des gamètes petit p, grand P. L'individu 2 va produire grand P, petit p. Et donc, on obtient 100% d'individus pourpres. Dans le cas du troisième croisement, on nous demande un hétérozygote avec un homozygote à fleurs blanches. Donc, on a un hétérozygote avec un homozygote à fleurs blanches. Donc, récessif, qu'est-ce qu'on va obtenir? Là aussi, on peut faire le carré de Punnett. Le premier parent va donner des gamètes grand P et des gamètes petit p. Le deuxième parent, il va donner que des petits p. Et donc là, on va voir 50% avec des fleurs pourpres et 50% avec des fleurs blanches. Et voilà. J'espère de vous avoir aidé. Et maintenant, vous pouvez essayer de résoudre vous-même les exercices des génétiques parce que tous sont plus ou moins sur cette logique. Donc, si vous avez compris ça, vous pouvez résoudre n'importe quel exercice de monobrodisme qu'on peut vous proposer. Alors, attention, dans les questions de compétences, on peut compliquer un petit peu les choses, mais si vous avez compris le principe, si vous avez compris que chaque individu possède deux allèles, vous pouvez vous débrouiller même dans des situations un peu plus complexes.